on est ensemble pour une vingtaine de minutes. On va décortiquer le scandale immobilier à Détroit qui a effrayé la chronique ces dernières semaines avec de pas mal d'investisseurs français, près de 400 épargnants français qui se sont fait avoir. Donc pour en parler, on est avec Justin Fontenelle. Justin Fontenelle, fondateur de Just Invest Now, qui fait de l'immobilier à Détroit, qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et puis surtout, on va voir ensemble comment faire, quelles sont les protections, les précautions qu'il aurait fallu prendre et comment faire pour que tout ça ne se reproduise pas. Alors, est-ce que tu m'entends bien maintenant, Justin? Là, ça me paraît bon, ouais. Bon, alors on croise les doigts, tout va bien, on continue. Donc là, on est dans ton bureau à Détroit. Oui, c'est bien ça. Tu es belge d'origine, tu es installé à Détroit depuis pas mal d'années maintenant. Depuis 2010, exactement, oui. Voilà. Et donc, tu es spécialisé dans la vente de produits d'investissement localisés donc à Détroit pour une clientèle essentiellement européenne. Oui, principalement francophone. C'est vers cette clientèle que se dirige notre marketing principal, étant donné que je suis moi-même francophone. Alors toi, d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, raconte-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de créer ta boîte, parce que ça va nous éclairer aussi pour la suite. Oui, bien sûr. Donc, à l'époque, en 2014, donc c'est vraiment le tout début du projet. J'étais au Luxembourg, je travaillais dans l'immobilier pour mon père qui est promoteur immobilier en Belgique et Luxembourg. Et voilà, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose, diversifier un petit peu le patrimoine familial et aussi me lancer dans ma propre activité. J'ai donc fait des recherches aux États-Unis pour voir quel était le meilleur style d'investissement aux États-Unis. Et j'ai vu que Détroit était très attractif niveau rentabilité locative et en plus ça très accessible pour un premier investissement. Donc, on a fait le voyage, on a rencontré un de nos voilà, c'était bien. On a rencontré un de nos partenaires avec qui on a commencé à travailler, un intermédiaire européen. Et on est parti sur place. On a acheté quelques maisons pour commencer le projet. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes de gestion absentes. Les rénovations s'étaient pas faites correctement au préalable avant achat. Donc, on a eu des problèmes de toiture, chaudière, plomberie, etc. Et on a donc, moi, je me suis dit, bon, il y a peut-être une opportunité pour moi pour commencer pour créer vraiment mon entreprise afin d'offrir un service de qualité à mes compatriotes francophones avec un service totalement francophone. Donc, j'ai pris environ 2 ans, entre 2014 et 2016, en faisant beaucoup d'allers-retours entre la Belgique et les États-Unis pour rencontrer déjà, premièrement, le plus important, c'est des contacts de confiance, notamment mon associé avec qui je suis encore associé, qui est juste ici en face du bureau. De rencontrer des entrepreneurs corrects, apprendre les quartiers, m'imprégner de la ville, connaître les restaurants, les petits coins, etc. sympa, voilà, vraiment m'imprégner de la ville à 300%. Une fois que ça, c'est le plus dur était fait, donc vraiment c'était la première étape, j'ai commencé donc j'ai eu mon visa en 2016 et j'ai engagé mes 2 premiers employés. Alors voilà, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as été de l'autre côté aussi de l'histoire et du côté où se place un client aujourd'hui qui vient investir chez toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Détroit? Enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Comment en est-on arrivé là? Plus de 400 personnes arnaquées. C'est très malheureux, c'est dommage que ça se passe comme ça, surtout que, bon, je l'ai dit encore, je le dirai suffisamment, c'est que Détroit a malheureusement cette mauvaise image depuis des années qui lui colle à la peau. Et ça, Détroit fait un petit peu office du mauvais petit canard, en gros. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'il y a une opportunité qui est réelle et malheureusement certaines personnes ne font pas le travail correctement ou jusqu'au bout. Donc ils vont pas prendre le temps de trouver les bonnes personnes à qui travailler. Ils veulent peut-être avoir des profits qui sont peut-être qui sont pas réalistes et qui vont mettre certains investisseurs dans des mauvaises positions. Il n'y a pas de connaissance complète du marché. Donc, quel quartier, quel type de maison, quelles sont les inspections légales et obligatoires à faire pour pouvoir louer la maison. Il y a plein de facteurs qui jouent pour le fait, donc, est-ce que je vais faire du bon business ou pas? Donc, c'est vraiment Détroit, je pense que c'est l'immobilier en général. Je pense que quand on investit à Paris dans un studio ou n'importe quoi, il faut savoir quelles sont les lois, quels sont les quartiers, etc. C'est le même principe à Détroit. Et le problème, c'est que quand on n'est pas à Détroit, c'est difficile de connaître la ville correctement et de trouver les bonnes personnes
Pourquoi? Parce que Détroit, c'est déjà une énorme ville. C'est des plus grandes villes aux États-Unis. Donc, pour les quartiers, déjà, c'est déjà une étude très approfondie. Moi, donc, j'ai fait 2 ans d'études, où, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 2 ans entre 2014 et 2016 en faisant des allers-retours constamment sans vendre une seule maison. Pourquoi? Parce que je voulais m'assurer que tout soit bien en place dès le départ pour que je connaisse bien la ville et que je sache où acheter pour mes clients. Et ça, c'est vraiment le problème. C'est le problème de la connaissance, etc. Et aussi, évidemment, le fait d'être agent immobilier moi-même et d'avoir mon équipe d'agents immobiliers ici en bas. Ça, c'est aussi, on a des licences et on est agréé et on connaît vraiment tout le marché et toutes les lois qui vont avec. Et je pense que c'est vraiment ça qui a eu un gros impact. Ce qui s'est passé là dans l'affaire dont on parle, donc c'est des épargnants français localisés beaucoup sur la Côte d'Azur, en PACA, qui ont investi pour des maisons qui n'ont jamais vu le jour. C'est ça, comment on peut résumer ce qui s'est passé déjà, avant de voir les précautions? Il y a plusieurs scénarios. Alors, les scénarios, moi, je les vois depuis que je suis ici, depuis le départ, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient partie des éventuels revendeurs, etc. Donc, je connais tous les gens concernés. Je connais vraiment tout le marché ici à Détroit. Je connais tout le monde maintenant à Détroit. Et je sais qu'il y a pas mal de scénarios différents qui se font. Il y a évidemment des fausses title company. Donc, le title company, c'est l'équivalent du notaire, en fait. Donc, il y a des gens qui font leur propre title company, etc., qui font des faux frais. Enfin, c'est vrai, c'est dommage à dire, mais ça se fait. Et ils font aussi des faux deeds. Alors, des faux deeds, c'est quoi le deed? C'est un titre de propriété. Le warranty deed, c'est le titre de propriété qui va garantir que vous êtes officiellement propriétaire de la maison. Mais il y a quelque chose de très important qui va venir avec, c'est la title insurance. Donc, c'est un document qui dit que le notaire assure et garantit que s'il y a quoi que ce soit qu'il, lui, n'a pas vu en faisant ses recherches au préalable avant la vente, il est le responsable. Et ça, c'est 2 documents qu'il faut absolument obtenir et qui, dans beaucoup de scénarios, n'ont pas été livrés avec la maison. Il y a eu des warranty deeds, mais sans la title insurance. Donc ça, du coup, souvent, c'est des warranty deeds qui ne valent pas un sou ou qui ont été enregistrés au mauvais montant d'achat pour éviter des éventuelles taxes sur les plus-values du revendeur. Donc, ça veut dire que la maison était vendue, par exemple, à 50 000 $, mais sur le warranty deed, il a été mis $1 pour que la plus-value n'existe complètement pas. Donc, ça, c'est la fraude de propriété ou de papiers de la maison qui sont faux. Mais ça veut dire donc que les maisons, elles ont été bel et bien construites, en fait, contrairement à ce que j'ai entendu. Les maisons, oui, les maisons sont construites. Maintenant, il y a aussi le fait que on connaît pas les états des maisons. Il y a des gens qui ont eu certaines personnes. Donc, comme je dis, il y a plusieurs scénarios. Ça, c'était un des scénarios. Il y a 2 scénarios. Le deuxième scénario, c'était quoi? C'était les land contracts. Donc, un land contract, c'est le fait d'acheter une maison à un propriétaire comme une sorte de prêt. Donc, ça veut dire que le propriétaire, il va encaisser les loyers de l'acheteur, pas des loyers, des paiements de l'acheteur, jusqu'à échéance à la finalisation du paiement et du montant total payé jusqu'à la fin. Donc, il y a un contrat en fait qui explique voilà, autant d'années, autant de paiements, etc. Et le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui ont commencé à payer. Ils ont peut-être payé 5 000 $ sur 50 000, par exemple. Et puis, ils sont plus propriétaires. Pourquoi? Parce que la maison, elle n'a jamais été transférée. Le paiement n'a pas été fini. Les 45 000 $ restants n'ont pas été faits. Donc, du coup, ils ne sont pas propriétaires. Il n'y a plus de suivi, il n'y a plus rien. Ils sont là avec 5 000 $ de payés à une soi-disant maison qui appartient à l'autre personne. Donc, c'est vraiment un gouffre noir. On ne connaît pas vraiment les informations là-dessus. Il y a aussi le fait que des fois, il y a les rénovations qui ne sont pas faites. Donc, des gens qui achètent des maisons sans venir. Alors, moi, j'en ai toujours. J'ai 60%, voire 70% de ma clientèle qui ne voyage pas nécessairement à Détroit. Mais c'est aussi parce qu'ils nous font confiance. On a aussi, voilà, on travaille en transparence. Mais ça peut arriver, malheureusement, d'acheter une maison et de ne pas avoir une maison qui n'est pas rénovée ou qui est vraiment dans un mauvais état. Donc, ça, c'est pas mal de scénarios comme ça qui sont arrivés, malheureusement. Et le problème, c'est que ça gâche aussi la réputation des gens qui font du vrai travail, un bon boulot. Donc là, je parle par exemple de mon équipe et moi. On a, comme je disais, on a les licences appropriées, on habite vraiment sur place. Ça, c'est aussi le fait. On est les seuls francophones légalement, en faisant les seuls francophones sur place qui ont les licences appropriées et qui font ce style de business. Donc, c'est très important pour savoir connaître bien le marché. Donc, malheureusement, ça salit un petit peu l'image de Détroit et on essaye d'en parler le plus possible de ce qui se passe aujourd'hui pour faire comprendre aux gens, voilà, ce genre d'arnaque ou autre, ça arrive partout dans le monde. Il ne faut pas de nouveau garder cette mauvaise idée que Détroit, c'est la mauvaise ville, ça a toujours été comme ça. Non, ça change. Venez à Détroit, vous allez voir le changement et vous serez agréablement surpris. C'est le terme d'ailleurs que tous nos clients qui font le voyage utilisent.
Alors, c'est vrai que moi, la première, je t'ai interviewée il y a quasiment un mois. Mhm. Euh, Tu m'as dit pour l'interview, il faut prendre des précautions quand on investit là, et voilà, voilà. Et puis, j'ai vu cette affaire qui est sortie quelques jours après. Et je me suis Ouais. dit, c'est pas eux. Et donc, je t'ai appelé et on a eu l'idée donc de faire ce live parce qu'effectivement, Détroit, il y a la crise de l'automobile. Enfin, il y a beaucoup de soucis. C'est une ville qui a été longtemps sinistrée. C'est un peu voilà, la ville qui se réveille. Et puis, boum, arrive cette histoire. Alors, est-ce que tes clients t'en parlent aujourd'hui, les contacts que tu as, les clients étrangers, enfin, francophones, est-ce que cette histoire les inquiète ou est-ce qu'ils sont encore dans le Covid et ils ne sont pas encore repartis dans les investissements? Non, alors le Covid pour les investisseurs, c'est fini. On a repris les ventes à 300%, donc il n'y a vraiment pas de problème. Pour le problème, enfin, cette affaire ici, on n'a pas eu d'écho de nos clients directs. En tout cas, moi, je l'ai pas eu. J'ai pas. Bon, on a maintenant 6 agents qui travaillent pour nous, qui eux sont vraiment en frontline et qui écoutent, enfin, qui parlent aux clients, etc. Mais on a des team meetings 1 à 2 fois par semaine et il n'y a rien qui a été mentionné là-dessus. Donc, je pense pas que nos clients soient inquiets, étant donné qu'ils nous connaissent et qu'ils ont la confiance. Et ça fait peut-être 1, 2, 3, 4 ans qu'on travaille ensemble, donc il n'y a pas de problème. Les nouveaux clients, on a peut-être des échos. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que souvent, ça rassure le fait qu'on ait ouvert notre agence à Paris aussi. On a un agent qui est sur Paris et qui peut prendre ce rendez-vous, il peut recevoir tous les gens, etc. Donc, maintenant, il y a aussi, on a pas mal des gens, évidemment, qui ont investi via d'autres personnes et qui font partie de ces 400 victimes et qui nous appellent maintenant pour essayer de régulariser leur situation. Alors, c'est Alors, pas. quoi, Pardon? vous leur dites quoi? Mais déjà, la première chose, c'est que c'est pas chose facile parce que nous, voilà, c'est pas un bien qu'on connaît nécessairement. Il y a plein il y a de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc, il faut déjà savoir quel scénario c'est. Il faut aller voir la maison, l'état de la maison. Est-ce qu'elle est occupée? Est-ce qu'elle est vide? Est-ce que, voilà, on sait vraiment, pour nous, c'est l'inconnu total. Et c'est beaucoup de boulot. Et c'est pas quelque chose qui est, allez, pour la société, c'est pas quelque chose qui est très profitable parce que ça va prendre le temps de nos employés ici à se focaliser dans choses, enfin, ces cas-là. Et j'ai pas envie de prendre trop d'un coup non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que la qualité de service qu'on offre à nos clients qui achètent avec nous soit mise à risque parce qu'on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons. Donc, on va déjà doucement dire aux clients, aux gens que tous les cas possibles, les scénarios, et on fait vraiment d'abord, avant de reprendre le dossier, on fait une étude complète sur la maison, etc. On veut bien aider. J'ai encore un agent aujourd'hui, celui de Paris, qui a son agence. Il a vu une cliente aujourd'hui. Il lui a parlé un peu de tout ça. Elle veut revendre, elle veut sortir du marché des trois parce que malheureusement, elle a eu une mauvaise expérience. Mais voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et on va essayer au mieux d'aider les gens, mais au maximum de nos capacités. On n'est pas des magiciens et on peut pas non plus reprendre tout le monde d'un coup. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut faire au fur et à mesure, quoi. Alors, pour un Français qui aujourd'hui se dit, est-ce que c'est le moment de se lancer dans l'investissement là-bas? C'est quel est le profil type de ta clientèle? Mhm. Et parle-nous aussi un petit peu du renouveau des trois malgré tout ces dernières années. Ouais, bien sûr. Donc, la clientèle, bon, on a vraiment de tout. Ça commence à partir de la vingtaine jusqu'à plus âgé. On a vraiment, enfin, il n'y a pas de profil à ce niveau-là. Mais souvent, c'est souvent des gens qui ont envie de se diversifier ou qui ont déjà fait des premiers pas ailleurs. Bon, on a pas mal de gens qui font leurs premiers pas avec nous, en fait. Donc, quand je parle de premiers pas, c'est par rapport à des investissements internationaux, donc qu'ils ont peut-être investi déjà en France ou Belgique ou dans leur pays d'origine. Mais c'était leur premier pas à l'extérieur de leur pays. Et en général, ils se sentent assez sécurisés dans ces premiers pas. Pourquoi? Parce on a un service francophone à 300%. Donc, on a déjà dans les bureaux ici, on a 5 employés francophones. On a un service francophone pour le service après-vente, on a des agents francophones et on a des agents en Europe qui nous représentent aussi, qui travaillent avec nous. Donc, on a vraiment une équipe. Les gens en général sont rassurés et ont tendance à dire que la distance qui se fait, donc les 5000 ou 6000 km, peu importe, qu'il y a, ne se ressent pas vraiment dû au fait qu'il y a beaucoup de communication. Bon, alors, pour investir avec toi aujourd'hui, c'est quoi le ticket d'entrée? On varie. Alors, on a des maisons environ à 45 000 $, mais c'est le plus bas qu'on puisse offrir, et ça va jusqu'à 90 000 $. Donc, ça varie en fonction du quartier, du type de maison,
Et alors, ce qu'on fait, c'est que toutes nos maisons, évidemment, sont achetées au préalable. On n'est pas vraiment, on n'est pas des intermédiaires, on est des marchands de biens. Donc, on achète nos maisons nous-mêmes, on les rénove complètement, on passe les inspections de la ville, on les loue nous-mêmes, et puis on les revend avec un certificat de conformité qui est obligatoire pour louer, pardon, pour louer légalement sa maison pendant 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment un package complet. La maison est du coup garantie au niveau construction pendant 1 an et 6 mois pour les loyers. Et après, on passe, une fois que la vente est faite, on passe la main à la gestion, qui est notre propre gestion francophone ici dans les bureaux. Donc ça, c'est vraiment le produit type. C'est des maisons, une unité, ou des fois il y a plusieurs unités, on a des multifamilies et on a des bâtiments appartements aussi. Donc 45 000 à 90 000 euros. La maison est louée. Qu'est-ce que ça procure comme rendement? Les rendements sont entre 10 et 15% net de l'an. Donc, de nouveau, ça varie en fonction du quartier, du prix de la maison, etc., des taxes foncières qui peuvent être plus élevées dans certains quartiers parce que c'est des quartiers qui ont déjà connu un renouveau. Plus la maison est chère et plus le rendement est faible. Ça, c'est pareil partout. Oui, c'est plutôt ça, parce que les loyers sont évidemment, une maison à 90 000 dollars, par exemple, on aura sûrement un loyer entre 1000 et 1200 dollars. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vu que cette maison est dans un quartier qui a déjà connu une petite plus-value, quand même pas mal, les taxes foncières sont plus élevées forcément. Donc, du coup, ça diminue la plus-value, la rentabilité, etc. Donc, on reste en général, on a des biens de temps en temps dans les 9,5 et 10, mais pour les 90% de nos biens, on est au-dessus de 10%. Ça paraît quand même énorme compte tenu des taux d'intérêt aujourd'hui. C'est sûr, ah ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est du 10% net aussi. Donc, on déduit la taxe foncière, l'assurance et les frais de gestion. Donc, tout est déduit. Et après, évidemment, il faut encore déduire l'impôt, évidemment. Mais ça, aux États-Unis, c'est la fiscalité est très intéressante. Donc, ça, on est entouré de comptables et de fiscalistes qui peuvent guider les clients si jamais ont besoin et en fonction de leur situation, quoi. Alors maintenant, on va rentrer dans la typologie des quartiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la ville avec les différents quartiers dans lesquels tu es présent et puis à quelle typologie de clientèle c'est loué? Oui. Donc, on a. Alors, la ville, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une très, très grande ville au niveau étendu. Et elle est divisée en deux. Elle est divisée en deux par une grosse artère sur laquelle nos bureaux sont. C'est Woodward Avenue. Et elle est divisée donc du côté ouest et est. On investit, je dirais, 70% du côté ouest. Pourquoi? Parce que la ville a réinvesti plus d'argent de ce côté-là depuis 2014, notamment l'université Mary Grove, qui aujourd'hui se transforme en lycée et qui relocalise tous ces étudiants universitaires à l'université de Détroit, qui est juste à côté. Et dans ces quartiers-là, il y a déjà des quartiers qui valent 300, 400 000 dollars. Donc là, c'est évidemment plus accessible. Mais nous, on se base à Fitzgerald, par exemple, qui est un quartier dont les maisons varient entre 70 et 150 000 dollars. On se positionne sur des maisons à la revente à 70, 80 000 dollars. Donc, il y a déjà c'est vraiment un quartier qui a déjà bien évolué. Du côté ouest, on a aussi Grammar Rosedale, qui est aussi un quartier historique dans lequel les maisons sont remontées et dans certaines rues, elles sont à 150 000, mais nous, on revend dans les 70, 80 000 aussi. Ça, c'est vraiment les quartiers premium. Après, on a d'autres quartiers du côté ouest qui n'ont pas autant évolué et qui sont plus accessibles pour le niveau ticket d'entrée. Et alors, du côté est de la ville, oui, on est sur Regent Park. Donc, ça, c'est vraiment dans le nord-est de la ville. C'est un quartier qui était, à l'époque, malheureusement, c'était pas un quartier super bien vu à cause voilà, c'était un peu comme partout dans le monde, dans chaque grosse ville, on a les mauvais quartiers. C'était un des mauvais quartiers. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, la police a fait un super effort. Donc, ils ont un peu nettoyé le quartier. Aujourd'hui, la valeur immobilière a augmenté x2. Donc, c'est en frontière de 8 Mile et des banlieues. Et c'est à côté c'est pas loin de Grosse Point. Et Grosse Point, c'est des maisons qui valent 1, 2, 3 millions de dollars. Et alors aussi, on a donc Morningside dans lesquels on investit, plus au sud, sud-est. Il faut vraiment connaître les quartiers. Détroit, c'est une énorme ville. Je pense que si maintenant les gens ont vraiment des questions, etc., on a tous les agents qui sont formés. On a encore fait une formation là-dessus, je crois que c'était mardi. Et on va faire notre rédac qui s'occupe de tout ce qui est achat des maisons, sélection des maisons, etc., à faire une vidéo sous peu pour expliquer vraiment l'évolution des quartiers, où acheter, où on achète, etc. Comme ça, chaque investisseur aura son petit guide à l'achat aussi. Mais nos agents sont bien entraînés, ils connaissent tout. Donc voilà, les quartiers, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de questions à poser à Justin, si vous en avez surtout, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme quartier? Est-ce qu'il y a des quartiers où on se dit, là, il faut surtout pas y aller? Oui, bien sûr. Donc le quartier que j'ai mentionné tout à l'heure, donc Regent Park au nord-est, le long de 8 Mile.
Ça fait partie du code postal 48205. Et 48205, c'est un quartier c'est vraiment un peu c'est le moins bon code postal de Détroit, là où la criminalité était le plus élevée, etc., les valeurs immobilières la plus basse. Euh, et maintenant, ce quartier reste encore. Donc, ils font des investissements dans certaines branches de ce quartier, parce que savoir que ce code postal, c'est le plus étendu qu'il y a à Détroit. C'est un des plus grands à Détroit. Donc, dans ces quartiers-là dans lesquels la police fait les choses correctement et que l'immobilier monte, c'est dans ceux-là qu'on investit. Maintenant, il y a une grosse partie, la moitié de 48205, dans laquelle il faut surtout pas investir. Et c'est comme, voilà, c'est comme investir à Paris, dans les mauvais quartiers, c'est le même principe. Chaque grosse ville aura son quartier à éviter. Aujourd'hui, Chicago, qui est une super ville, a dépassé le taux de criminalité à Détroit aussi. Il faut savoir que de nouveau, il faut oublier cette image de Détroit où c'est la moins, allez, là où il y a plus de criminalité. Maintenant, Chicago est devant. Pourquoi? Parce que dans le sud de Chicago, il y a vraiment quelques quartiers dans lesquels il ne faut pas du tout aller. Et ça, c'est comme ça partout. Ça, c'est comme ça partout. Qu'est-ce qui fait l'attrait de Détroit pour toi aujourd'hui? Pardon? L'attrait, c'est quoi? Il y a un potentiel. Alors, on a vu que les rendements sont intéressants. Ouais. Il y a un potentiel de plus-value ou on se Oui, bien sûr, il y a pas mal. En fait, ce qu'il y a, c'est que Détroit, donc, quand moi j'ai commencé à venir à Détroit en 2014, il y avait déjà en 2013, ils ont fait faillite. Donc, ils ont officiellement remis les compteurs à zéro, on repart sur de bonnes bases, ils ont fait faillite. Et donc, évidemment, après la crise des subprimes. Et il y a un investisseur qui s'appelle Dan Gilbert qui a fait sa fortune dans la finance. Donc, c'est un milliardaire et c'est le propriétaire de Quicken Loans. Quicken Loans, c'est le leader du marché américain pour tout ce qui est prêt en matière de particuliers dans l'immobilier. Donc, il a rapatrié en 2014 tous ses employés, donc 12 000 employés, toutes ses filiales. Il a racheté la moitié de la ville et aujourd'hui, donc, il détient 90 bâtiments, je crois. Donc, c'est vraiment, il a tout le parc, 50% du parc immobilier à Détroit. Et en fait, en 2014, quand lui, il est venu, il a créé une sorte d'engouement d'investisseurs et d'investissements. Il y a eu des petites boîtes comme la mienne qui sont créées, des investisseurs comme moi qui ont été. Et il y a eu les grosses corporates telles que Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Il y a plein de grosses corporates qui ont aussi emménagé à Détroit. Et notamment les trois grands, donc GM, Ford et Chrysler, qui sont revenus et qui ont réhabilité leurs anciennes usines qu'ils avaient abandonnées à l'époque. Donc, toutes ces grosses sociétés sont revenues et ça crée évidemment de l'emploi. Donc, l'emploi, c'est vraiment la force. Pour moi, l'emploi, c'est vraiment la chose la plus importante dans une économie. Pourquoi? Parce que l'employé, il va faire quoi? Il va acheter une maison, il va dépenser de l'argent dans les restaurants, il va faire tourner l'économie. Et du coup, toutes ces grosses sociétés qui arrivent à Détroit, elles créent de l'emploi. Ça crée du coup des gens qui sont dans les grosses villes, New York, LA, Chicago et autres, se poser des questions. Écoute, je vais peut-être aller à Détroit, travailler pour Google, Dan Gilbert ou autre, pour avoir le même salaire que j'ai aujourd'hui, mais je pourrais, à la place de me payer un petit studio, mais je pourrais me payer un super penthouse, par exemple. Voilà, parce que c'est plus accessible. Je pourrais améliorer, du coup, ma qualité de vie. Donc, ça a vraiment créé toute une sorte de chaîne sans fin. Maintenant, le maire réinvestit. Ils ont levé 225 millions de dollars pour raser le reste des maisons vides dans les quartiers qui sont à juste nettoyer pour refaire de la promotion immobilière dessus. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Et c'est super encourageant. Donc, tous les 6 mois à l'époque, quand je venais, et encore maintenant, tous les 6 mois, on voit une différence astronomique. La ville change complètement. C'est une nouvelle ville, en fait. Et c'est vraiment une super opportunité. À savoir que toutes ces grosses sociétés que j'ai mentionnées, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont dans la technologie numérique. Et Dan Gilbert, quand il arrive en 2014, il a un département rien que pour ça, où il finance des startups dans le numérique et la technologie. Et l'année passée, en 2019, il a annoncé officiellement, en partenariat avec un autre milliardaire qui c'est le patron, c'est le propriétaire des Dolphins, donc l'équipe de football de Miami. Ils ont annoncé le développement officiel de 300 millions de dollars pour une deuxième université au centre-ville de Détroit, qui représentera l'université du Michigan, qui est la 18e meilleure université mondiale. Et cette université, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est de nouveau numérique, technologie. Donc, en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est sur un deuxième Silicon Valley? Et c'est un peu par là que Détroit Valley. Donc, à l'époque, on était Motor City. Puis, il y a eu Robocop parce que Motor City, technologie, Silicon Valley, voilà, c'est un peu tout combiné. Vraiment, Dan Gilbert, lui, fait son gros Monopoly. Il fait ce qu'il veut dans la ville. Et pour lui, je pense la vision qu'il veut là maintenant et l'image qu'il veut évoquer auprès du monde, c'est que Détroit, c'est la nouvelle Silicon Valley. Alors, on a Lionel qui nous dit « Je suis un jeune trentenaire. À partir de combien de dollars
peut-on espérer acheter un bien pour le louer? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le prix d'acquisition, c'est 45 000 dollars. 45 000 dollars, c'est le minimum. Après, ça peut monter 90 pour les single family et plus pour les bâtiments. Mais 45 000 dollars. À savoir que le taux euro-dollar actuellement est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé au-dessus des 1,13. Donc, voilà, il y a de l'argent qui peut être économisé là-dessus, quoi. Est-ce qu'on fait un emprunt? Est-ce que c'est possible d'emprunter pour acheter un bien dont le rendement sera supérieur au remboursement du prêt? Malheureusement, c'est très difficile en tant que non-résident d'obtenir un prêt. Moi-même, en étant résident, etc., mais j'ai eu du mal à avoir mes premiers prêts. Aujourd'hui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'ai construit mon credit score. En fait, ici aux États-Unis, ils sont basés sur plusieurs choses. Il y a évidemment les déclarations d'impôts dans lesquelles, en tant qu'indépendant, on voit évidemment les revenus, etc. Et il y a aussi le score de crédit, qui est basé sur la fréquence des paiements et le retard potentiel des paiements. Donc, si on a un bon score de crédit, on est plus apte à avoir un prêt. Ce score de crédit s'obtient seulement quand on est résident. C'est ça le problème. Donc, il y a des sociétés indépendantes qui peuvent le faire, mais c'est pas toujours facile. On essaie d'en trouver à droite, ici à droite à gauche. Ça fait déjà 1 an que je travaille là-dessus pour trouver quelque chose de sérieux qui voudrait bien financer les investisseurs à Détroit, mais c'est pas quelque chose, c'est pas encore fait. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver quelque chose, quoi. Est-ce que des banques situées en France ou en Europe financent facilement ce genre d'opération outre-Atlantique? Alors facilement, je sais pas vraiment te dire. Maintenant, je sais que j'ai beaucoup de clients qui font hypothéquer leurs biens acquis en France, Belgique ou autre pour se faire financer un investissement aux États-Unis, avec éventuellement un apport en cash, mais c'est faisable, tout à fait. Et est-ce que tes clients achètent cash, du coup, pour la plupart? Tout est cash, ouais. Les transactions sont cash, tout est rapide. En général, on clôture une maison en 3-4 semaines maximum. Le notaire va très très vite, quoi. Ils achètent sans emprunt. Ouais, La c'est ça. majorité de ce que tu fais, c'est d'accord. Et ça se fait en Ouais. 3-4 semaines. Est-ce qu'il faut venir? Est-ce que tu conseilles de se déplacer pour voir ce qu'on achète? Alors, le conseiller, je le ferai toujours. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de s'imprégner de la ville, de la voir telle qu'elle est et de changer un peu son image et de voir aussi les biens, de rencontrer l'équipe, de nous rencontrer nous. On est toujours là, donc je pense que c'est important. On verra Maintenant, beaucoup de tes confrères qui, l'année dernière encore, me disaient c'est pas utile. c'est pas pour moi, je le conseille. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé parce que c'est une bonne expérience. Quand on regarde un petit peu l'investissement, si on investit une maison à 50 000 dollars, un billet d'avion, ça va coûter quoi? Peut-être 500 dollars. Allez, le voyage va peut-être coûter 1500 dollars. Je pense 1500 dollars à ce moment-là, ça représente pas suffisamment par rapport à l'investissement pour se dire je le fais pas. Donc maintenant, il y a le temps, il y a aussi le fait que voilà, on se dit bon, je vais investir et il y a pas de problème. Comme je disais tout à l'heure, on a 60 à 70% de nos clients qui investissent à distance. Donc tout est faisable. On ouvre les sociétés à distance, on ouvre les comptes bancaires à distance, on signe les promesses d'achat et les actes de vente à distance. Tout est fait à distance. Il n'y a aucun souci. On a une plateforme avec laquelle on travaille qui s'appelle Currency Direct, qui s'occupe de tous les transferts internationaux entre l'Europe et les États-Unis pour le changement de devise, pour justement optimiser ce changement de devise avec nos clients. Donc voilà, on a tout mis en place pour que tout soit faisable à distance. Il n'y a aucun souci. Mais c'est toujours un petit plus de venir sur place et de rencontrer l'équipe, de voir la maison, de voir ci, de voir là. Et en général, l'investisseur qui est un petit peu peut-être plus frileux à l'idée d'investir à distance, pas à distance, je veux dire ailleurs, en venant ici, ils achètent toujours. Ils disent bon, mais voilà, je suis détendu, c'est bon, je pense c'est du sérieux, quoi. Ça a pas l'air, voilà. Ils voient qu'on est là, quoi. Autre question, que se passe-t-il si on a un appartement qu'on achète avec vous, Justin, nécessite des travaux ou accueille un locataire peu scrupuleux qui détériore l'appartement? Alors, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, si maintenant il y a des problèmes locatifs, les évictions ne sont pas comme en Europe où ça peut prendre 1 an, 2 ans. C'est comme ça, mais bon, c'est pas, humainement parlant, c'est pas le meilleur, mais je veux dire qu'il y ait une femme enceinte ou qu'il fasse moins 20 degrés dehors, ils n'ont pas de scrupules là-dessus. C'est dehors en 1 mois et demi maximum. Donc, dans le pire des cas, le jour où on commence la procédure, c'est 1 mois et demi et c'est dehors. Alors, les locataires qui peuvent casser, je dirais que ça arrive pas fréquemment. Je dirais que c'est quelque chose qui arrive partout dans le monde et que ça peut arriver partout. En général, un turnover, si maintenant on a un locataire qui part d'une maison, alors le taux de turnover est en moyenne 2-3 ans.
Mais si un turnover sur les maisons qui ont été vendues avec nous, très important, parce que ce qu'il y a, c'est que nos maisons sont rénovées complètement. On a entre 500 et 1000 dollars de rénovation, de frais, de frais pour relouer. Donc, c'est toujours des frais, j'appelle ça des frais allez, je sais plus comment j'appelle ça, mais voilà, c'est vraiment un petit frais pour rafraîchissement, voilà, frais de rafraîchissement pour que le locataire rentre. Pourquoi? Parce que il y a rien à faire. La maison a déjà été complètement rénovée. Il y a une nouvelle cuisine, il y a un nouveau toit, nouvelle chaudière, tout est neuf. Donc, c'est vraiment un rafraîchissement. Si maintenant le locataire, ben voilà, il a malheureusement, il y a des petits coups de peinture à refaire parce qu'il y a des coûts quand il a déménagé ou autre. On peut pas non plus aller sur la caution pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça du wear and tear. Donc, c'est vraiment de l'usure locative. Mais il y a aussi une caution locative qu'on peut prendre et qu'on garde chez nous dans un compte séquestre si jamais il y a de l'abus locatif. Il n'y a pas de trêve hivernale aux États-Unis, nous demande. Non, c'est 365 jours de l'année, tout est ouvert, quoi. Et c'est un mois et demi de procédure. C'est ça. Thierry Jex nous dit: je peux témoigner en tant que client de Jean que cela se passe exactement comme Justin le décrit. Merci. Nous voilà rassurés. Il n'y a que Détroit. Est-ce que vous avez investi ailleurs? Alors, une question, je la repose en entier. Et vous-même, Justin, vous avez investi dans de nombreux appartements à Détroit et ailleurs aux États-Unis. Question. Alors, moi, c'est vraiment, j'ai tout mis à Détroit, en tout cas pour le moment. On a des plans, bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas encore officiel, je préfère mettre tout en place. Et une fois que c'est en place, bon, on fera partager la nouvelle. Mais on est en train de développer un marché et le deuxième, normalement, fin d'année. Donc, on est en train de développer 2 marchés en parallèle à Détroit. Et de nouveau, c'est des choses qu'on fait à notre style, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais pas là. Ça veut dire que quand on développe un marché, on aura la main dessus complètement. On aura les licences appropriées. Donc, moi-même, je suis en train de passer une autre licence à part le Michigan pour un autre État. On a une autre employée ici, donc Clarisse, qui est notre sales manager, qui passe aussi une autre licence pour l'autre État dans lequel on veut se diversifier. Et on a déjà 2 employés sur un des États, le prochain marché qui va se développer, qui sont déjà prêts à aller. On est en train de chercher des bureaux et nos premières acquisitions. Une fois que tout ça c'est en place, on fera partage de notre bonne nouvelle, comme quoi on est installé sur place et qu'on est de nouveau sûrement l'un des seuls francophones réellement installés sur place sans être un intermédiaire, mais en étant un partenaire potentiel pour les investisseurs, qui est réellement sur place avec les licences, etc. Quel climat il fait à Détroit? Il fait très froid l'hiver? Alors, il fait très froid l'hiver et très chaud l'été, donc il y a des vraies saisons. L'hiver, c'est vrai que l'hiver est un peu long. On commence l'hiver en octobre. Enfin, je dirais en octobre, c'est encore faisable, mais je dirais le 15 octobre, ça commence à faire froid. Et les mois plus durs, c'est janvier, février, ça c'est neige, neige, neige. Il fait glacial, mais en mai, on commence enfin à avoir un peu de soleil. Eh bien voilà. Et donc les nouveaux États dans lesquels vous allez avoir plus de beau temps l'hiver? Un oui, un non. Eh bien, merci Justin. La Lionel nous dit c'était très intéressant. Tout cela, ça me donne très envie d'investir avec vous, compte tenu des belles opportunités que vous semblez décrire. Il y a un profil d'investisseur, d'épargnant qui doit absolument éviter ce type de produit? Non, je dirais si on est prêt à diversifier un patrimoine ou faire le premier pas pour s'offrir une éventuelle retraite ou des revenus complémentaires, il faut le faire. Maintenant, c'est toujours plus intéressant d'avoir un portefeuille diversifié, c'est-à-dire plusieurs maisons, évidemment, parce que ça reste de l'immobilier. Dans un immobilier, il y a toujours un risque locatif, il y a toujours un risque dans l'immobilier, c'est toujours quelque chose à prendre, à rester bien se faire conseiller, etc. Mais nos agents savent conseiller les clients sans souci. C'est pour ça qu'on a toute l'équipe qui est à disposition des acheteurs, quoi. Dernière question, parce qu'il est bientôt de nous quitter. Il n'y a pas un risque d'effondrement du marché aux États-Unis, c'est très généralisé, mais en tout cas à Détroit avec la crise actuelle? Je pense que c'est pas que Détroit, je pense que le monde va. Je pense que maintenant, ce qu'il y a, c'est que le marché, par exemple, ici, immobilier aux États-Unis. Ça a dévissé aux États-Unis, enfin à Détroit.
Mais le marché actuel, pour l'instant, en immobilier, il explose. Donc là, on vend toutes les maisons que j'ai, moi, en tant qu'agent immobilier, donc que je ne vends pas nécessairement à mes investisseurs, mais pour des locaux, pour qu'ils habitent dans la maison. Elles partent en une semaine. C'est vraiment très, 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 très. Enfin, les gens investissent. Mais je pense que ce soit aux États-Unis ou dans le monde entier, il y aura un moment où, à cause du coronavirus et la situation qu'il y a eu, où beaucoup de gens ont perdu éventuellement leurs emplois, il y a sûrement pas mal de sociétés qui vont déclarer faillite et qui vont juste se terminer. C'est évidemment, il y aura un impact sur l'économie, mais je pense pas que ce sera juste aux États-Unis, je pense que ce sera global. J'ai vu des articles sur la France aussi qui disaient qu'il y avait pas mal un problème avec le chômage, enfin le chômage ou autre, pas mal de sociétés qui devaient mettre la clé sous la porte. Et ça sera un impact, je pense, mondial. Donc, l'immobilier, les prix de l'immobilier, je pense pas va chuter. Même s'il chute quelques pourcents, il va remonter très rapidement après. Il faut juste que l'économie se restabilise après cette potentielle down. Mais pour l'instant, on n'y voit pas du tout le bout, en tout cas. Enfin, on voit pas du tout il y a rien qui se passe négativement, en tout cas. Bon, alors, on a compris que si un locataire en un mois et demi, voilà, la procédure était faite. Est-ce que c'est facile de revendre sa maison? Ça prend aussi un mois et demi? Alors, la revente de la maison, je ne comparais pas ça à l'éviction. Ça dépend. Ça dépend de nouveau le type de maison qui a été acheté. Parce que les maisons qui sont à 90 000, de nouveau, c'est des maisons qui sont. Donc, je prends l'extrême, 70 90 000. C'est des maisons qui sont déjà mieux positionnées, évidemment, qu'une maison à 45 50, ou dans lequel il y a un marché d'acheteurs local qui est plus attractif, où il y a plus de gens qui veulent aller dans ces quartiers-là parce qu'ils ont déjà connu une belle plus-value. Donc ça peut partir en 1-2 semaines, ça va très très vite. Donc en tout cas, moi je dirais 1 mois, 2 mois, le temps que les papiers se fassent avec l'inspection, l'expertise, etc. Mais les offres, on peut en avoir sur 2 semaines en moyenne. Donc ça va très très vite. Merci beaucoup, Justin, d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir suivis. Justin Fontenelle, fondateur de Just Invest Now. Merci. Marianne.